Des livres, de la musique, les spectacles, les entrevues de Music Box avec Gérard Quentin. Music Box. Naja, bonjour. Bonjour. Nous allons parler donc de Léonard de Vinci, avec ce livre Sei Mona Lisa aux éditions Beau Repère, le mystère du sourire de la Joconde dévoilé. Alors c'est vrai que cette Joconde et ce sourire, il a fait couler beaucoup de peinture, mais aussi beaucoup d'encre. Alors vous racontez une histoire, c'est un roman. Donc, je vous disais juste avant de démarrer cette interview, on va essayer de faire la part du roman et puis de la réalité, parce que c'est quelque chose qui vous touche directement. C'est ça, oui. C'est une aventure qui m'est arrivée. Quelqu'un un jour vous croise et puis vous dit, en gros, que vous êtes Mona Lisa. Oui, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Donc moi, en parallèle de mon métier d'ingénieur, je suis artiste peintre. J'ai fait ma première exposition à 11 ans et j'ai toujours voulu être artiste. Et un jour, mon papa m'a dit, tu veux faire du dessin, tu feras du dessin industriel. C'est pour ça que j'ai atterri dans l'industrie. Ça, c'est pour la petite histoire. Donc, j'ai été sélectionnée par le Haut Comité italien pour participer à la Biennale de Florence et représenter la France. Et pendant cette biennale, j'ai fait connaissance avec d'autres artistes, dont une personne qui m'a demandé de l'accompagner au centre-ville de Florence, dans la vieille ville, pour chercher un souvenir pour son fils. On a découvert dans une boutique une vieille femme qui m'a pris à partie et qui m'a dit qui m'a appelée Lisa déjà. Bonjour Lisa, ça fait longtemps que je t'attends, depuis tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça m'a beaucoup choquée, au début surprise. Et puis, elle a commencé par me dire deux choses. Elle m'a dit, tu es une artiste. Donc là, je n'ai pas été très étonnée, parce que c'est vrai que c'est la Biennale et il y a beaucoup d'artistes à Florence à cette époque-là. Mais après, elle m'a dit, tu es venue à Florence pour voir tes ancêtres. Et c'était le cas, vu qu'on m'avait révélé quelques mois auparavant qu'un de mes ancêtres était autre que Fra Bartolomeo, qui est un précurseur de Raphaël et un grand peintre de la Renaissance italienne, exposé aux Offices et au Louvre. Et à partir de ce moment-là, cette rencontre, elle va se renouveler, elle va s'intégrer dans votre vie avec toutes les interrogations. Vous êtes avec votre ami, et puis vous allez aller jusqu'à même un endroit particulièrement mystérieux. Là, on est dans Harry Potter, là, presque. Oui, on est à mi-chemin entre Harry Potter et le Da Vinci Code, je dirais, parce qu'il y a quand même toute cette histoire de Vinci que j'ai essayé de respecter. J'ai rencontré beaucoup d'historiens qui m'ont parlé de Léonard, parce que moi, j'étais pas du tout spécialiste de Léonard, et donc j'ai appris aussi en même temps. J'ai décortiqué sa biographie. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure de mes investigations que j'avais beaucoup de similitudes dans ma vie, dans mon, entre guillemets, CV. Et une chose extraordinaire, c'est que nous sommes nés le même jour. On revient un petit peu à la genèse de la Joconde. Pour le commun des mortels, la Joconde est la femme d'un drapier florentin et peint par Léonard. Donc ce drapier, il est là, il existe. D'ailleurs, c'est dès le début du roman, puisqu'on va aller du XVe siècle jusqu'à nos jours alternativement. Et on va s'apercevoir que il y a aussi d'autres personnages qui viennent un petit peu troubler tout ça. Et on se pose la question, moi je me suis posé la question jusqu'à la fin du roman, pourquoi personne n'a absolument, parce qu'aujourd'hui on a encore ce mystère, pourquoi personne n'a absolument dit que la Joconde était la femme de ce drapier. Bon, il y a aussi d'autres livres qui sont sortis, d'autres hypothèses, comme quoi le Joconde ou la Joconde serait un homme, le petit ami de Léonard notamment, qui l'aurait peint, et tout ça reste, je dirais, un véritable mystère. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de mystères qui planent, et ce qui fait un petit peu le mythe sur ce portrait. Il a quand même été retrouvé dans une marge
de Vasari, qui était un historien à l'époque, qui dit quand même que Léonard est en train de peindre le portrait d'une femme, la femme de Francesco del Giocondo, qui n'est autre qu'un marchand drapier qui vend des étoffes à la cour à la cour de Florence. Hein. Donc ça, c'est écrit et c'est reconnu. Donc le portrait d'une dame, Dame Lisa, hein, de Donna Lisa, c'est ce qui est écrit dans la marge de cette note de Vasari, nous prouve quand même que une Dame Lisa que Léonard de Vinci est en train de peindre peut très bien être cette fameuse Joconde Mona Lisa. Dans votre carrière à vous, dans votre enfance, vous avez fait des dessins, vous avez une passion pour les chevaux et vous avez dessiné à l'âge de la préadolescence, pas 11 ans, vous avez dessiné un étalon et cet étalon, vous allez découvrir beaucoup plus tard qu'il est copie conforme de celui qu'a dessiné Léonard. Voilà, donc Ludovico Sforza, le duc de Milan, avait commandé un grand cheval en bronze à Léonard et il avait fait beaucoup d'études. Hein. Il adorait les chevaux depuis toujours, il montait à cheval depuis sa plus tendre enfance et il avait donc fait beaucoup de dessins, dont un qui est particulièrement plus remarqué et un peu plus diffusé que les autres, qui est un portrait d'étalon, où l'on voit un cheval de profil et où on voit aussi sur le côté un cheval de face, en fait, surtout son buste hein, et le début de son encolure, la naissance de ses jambes. À partir de là, c'est vrai que le dessin est assez particulier. Quand j'étais jeune, depuis l'âge de 4 ans, je monte à cheval et il y avait un bureau hein, où le moniteur nous donnait les chevaux. Dans ce bureau, il y avait ce qu'on appelait des planches d'hypologie, c'est-à-dire des planches où l'on voit la description de tous les muscles des chevaux, de leur caricature, leur caricature, non pas vraiment leur caricature, mais leur ossature, les muscles et la forme parfaite d'un cheval qui est idéal, on va dire. Et donc, je m'étais inspirée de ça. J'avais fait 26 dessins pour vendre, pour pouvoir aller à Londres. Donc, c'était mon professeur d'art plastique qui m'a demandé de dessiner 26 dessins et de les encadrer et on les aurait vendus donc pour financer ce voyage scolaire à Londres. Donc, j'ai fait pas 25 mais 26 dessins. 25 ont été vendus sauf un. Celui-ci, mon père l'a racheté pour pas que ça soit dit que tout n'avait pas été vendu. Et ce dessin, on l'a gardé très longtemps dans notre cuisine. Il était là tout le temps. Et ce dessin, quand j'ai fait mes études et quand j'ai fait mes recherches sur Léonard de Vinci, en feuilletant sur Internet les fameux codex, les fameuses planches d'études du grand maître, je suis tombée sur ce dessin qui m'a tout de suite interpellée parce que il me disait vraiment quelque chose. Et j'ai recherché, je suis retournée chez mon père, j'ai recherché dans les cartons de déménagement ce fameux dessin et je l'ai mis en opposition à celui de Léonard. Et quand on les superpose, ils sont identiques. Mais quand je dis identique, c'est au trait près, à la hachure près. Le dessin est exactement le même. Alors qu'à l'âge de 11 ans, je savais qui était Léonard de Vinci, mais je ne me suis pas du tout inspirée de ce dessin ou copié ce dessin de Vinci. C'était vraiment par rapport à cette planche d'hypologie où je me suis dit, je vais faire ça. D'ailleurs, moi, j'ai mis aussi une tête dessus, enfin bref. Mais c'est assez édifiant et on croirait vraiment que c'est une copie de Léonard. Alors, un cartésien comme moi vous dira, il doit y avoir une explication. Oui. Ben oui. Peut-être que j'ai été inspirée ce jour-là. Peut-être que l'inspiration du maître au travers de ma main a guidé mon crayon de papier. Lors d'une présentation de la Vierge au Rocher, vous êtes invité. En fait, c'était l'inauguration de l'exposition de Vinci à la National Gallery de Londres, qui était retransmise dans une 50aine de cinémas en France.
et les gens étaient invités à participer en même temps, en simultané, à la présentation de la découverte qui avait été faite par la National Gallery d'une deuxième Vierge au rocher de la main de Léonard, mais que personne n'avait jamais vue. Et là, lorsqu'on présente les deux tableaux comme identiques, là, Naja dans la salle, elle bondit, ils sont pas identiques. Dans un des deux tableaux, l'ange Uriel montre du doigt justement le Saint Jean-Baptiste, montre du doigt, et dans l'autre tableau, on n'a pas ce doigt qui montre et il y a des auréoles aussi, enfin il y a d'autres différences, mais la différence notoire entre les deux tableaux, personne ne la connaissait, puisqu'il y avait un drap sur le tableau et personne ne l'avait jamais vu depuis la Restauration. Bon, à part peut-être quelques historiens, peu importe, mais en tout cas pas les profanes comme moi ou vous et moi. Et donc, quand le présentateur en anglais a dit que les tableaux étaient identiques, il l'a répété 3 fois. Au bout de la 3e fois, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai bondi hors de moi et j'ai dit, ce n'est pas vrai, les tableaux ne sont pas identiques. Dans le tableau du Louvre, Saint Jean-Baptiste, l'ange Uriel montre du doigt et pas dans l'autre. Mais je l'ai dit haut et fort devant à peu près 1000 personnes, mais je n'ai pas eu l'impression d'avoir eu envie de le dire. Je veux dire, c'est sorti de moi comme une vérité qui était enfouie de moi et qui n'acceptait pas le fait qu'on puisse dire que les deux tableaux étaient identiques. Et c'est vraiment très perturbant et très étrange. D'ailleurs, après ça, je suis sortie de la salle parce que j'avais un peu honte. Pourquoi avoir écrit ce livre avec une bascule justement entre ce qui est quelque part assez logique, mais vous auriez pu raconter, je dirais, votre parcours à vous uniquement sans revenir sur le parcours de Léonard. Déjà, je voulais être au plus juste de la vie de Léonard. C'est pour ça que j'ai pris pas mal de contacts parmi les historiens et spécialistes de Léonard qui existent en France et en Italie aussi. Et j'ai eu comme un besoin d'éclairer certaines choses que j'avais pu, moi, comprendre et découvrir au fil de mes investigations. Il y a une chose très importante dans ce livre qui n'est pas connue, par exemple, par le commun des mortels, mais que je pense un historien d'art pourra reconnaître tout de suite. Au moment, enfin vers la fin du livre, on ne va pas spoiler, mais il y a un passage où on découvre la nouvelle Joconde du Prado, la Mona Lisa du Prado. Donc ce tableau a été découvert en 2012-2013, je crois, et il a été nettoyé. C'est-à-dire ce tableau était, dont le fond de ce tableau était peint totalement en noir. Il s'est avéré que cette couche de peinture avait été remise par la suite et il était signé 666. Alors 666, c'est aussi le sigle du diable, de la bête immonde, etc. Il ne faut pas oublier que Léonard de Vinci avait un compagnon, un enfant qu'il avait recueilli à l'âge de 10 ans, qu'il avait appelé Salai. Salai, en italien, veut dire petit diable, diablotin, parce qu'il faisait plein de bêtises et il était insupportable. Donc, il l'avait surnommé Salai. Donc, Salai a été connu et s'est reconnu aussi avoir volé des tableaux à son maître et les avoir signés de sa main. Ça, c'est avéré et reconnu par les historiens. Ce personnage, hein, ce jeune homme était assez imbu de sa personne et n'avait absolument aucune gêne à prendre les tableaux de quelqu'un d'autre et qui lui a posé sa signature. Sauf qu'il ne signait pas Salai. On n'a jamais trouvé un seul tableau signé Salai. Par contre, cette Joconde du Prado, personne n'a fait le lien entre cette Joconde et Salai. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais si vous regardez bien, Salai, son vrai nom, c'est Gian Giacomo Caprotti. G-G-C. C'est assez similaire à 6, 6, 6. Et c'est vrai que Salai plus ces 3 lettres qui sont similaires
si on les écrit mal et si on ne referme pas bien le G, le C, on peut très bien croire que GGC veut dire 666 et que 666 veut dire Salaï. Et ça, aucun historien, et c'est vraiment moi qui l'ai découvert, personne n'y a jamais pensé. Et cette Mona Lisa du Prado était signée 666 et personne n'avait aucune explication. J'en ai trouvé une. Alors, elle n'est peut-être pas vraie, elle n'est peut-être pas vraie à 100%, mais c'est une possibilité. Votre carrière artistique, carrière de peintre, oui. A une autre inspiration que la peinture de Léonard, voire la peinture italienne en général, puisque vous êtes plus sur une peinture plus contemporaine, avec une inspiration notamment de Jackson Pollock. Est-ce que vous y voyez quelque chose aussi, peut-être dans le côté novateur, comme pouvait l'être Léonard à cette époque? Tout au long de sa vie, Léonard a cherché à être reconnu. Tant et si bien que quand il commençait une toile ou une œuvre et qu'il voyait que les gens qui l'avaient commandée s'en désintéressaient ou ne la portaient pas aussi haut qu'il aurait voulu, il avait très vite fait de la délaisser et de s'en désintéresser parce que il avait toujours en lui ce besoin d'être reconnu. Moi, quand j'ai commencé à dessiner depuis toute petite, maman me dit que je dessine des chevaux essentiellement. J'ai fait beaucoup d'expositions depuis l'âge de 11 ans jusqu'à l'âge de 30 à peu près. Je faisais au minimum une exposition personnelle par an. J'ai toujours cherché mon style. Et un jour, je l'ai découvert en regardant le film de Ed Harris qui s'appelle Pollock, en regardant ce peintre prolétaire des années 50 s'agiter avec un bâton trempé de peinture au-dessus d'une toile et imprégner la toile de son énergie et de son, comment dirais-je, de son intuition et de son âme, quelque part. Et c'est une technique qu'il a mis, qui s'appelle l'action painting, le dripping, qu'il a mis en avant et qui a été mise en avant par lui, et qui est essentiellement voué à l'abstraction. C'est-à-dire, on n'a aucun dripping figuratif. Depuis l'année 2005, que j'ai vu ce film à peu près en 2005, oui, je pense 2005, j'ai eu un flash et je me suis dit, pourquoi pas amener cette technique abstraite du côté figuratif. Alors, vous allez me dire, c'est difficilement faisable de se dire, en projetant de la peinture, on arrive à faire quelque chose de réaliste. Eh bien, moi, j'y arrive. J'y arrive parce que l'accumulation, parce que j'ai affiné la technique et comme lui, comme Léonard, j'avais besoin qu'on identifie mon travail et qu'on le reconnaisse surtout. Donc, en 2010, j'ai été plébiscitée par Cambridge Expertise, une grande maison d'expertise qui a classifié mon travail par rapport au travail mondial, par rapport au marché mondial, par rapport à cette technique que j'ai développée qui s'appelle du najaïsme. Au dire de Monsieur Baucher, qui est expert artistique et qui est un dérivé de la technique de Jackson Pollock, mais rapporté du côté du figuratif. Voilà. Est-ce que cette révélation a modifié quelque chose dans votre vie ou dans votre regard? Je me regarde de la même manière, mais je garde toujours en tête et dans mon âme et dans mon cœur cette histoire et qui pour moi n'est pas terminée puisqu'au bout du compte, je ne sais pas réellement ce qui s'est passé. Parce que quand vous rentrez dans une boutique pleine de bric-à-brac, que quelqu'un vous dit quelque chose, vous sortez, le lendemain vous revenez et cette boutique n'existe plus, si vous étiez seul, vous vous diriez « je suis folle ». À deux, c'est quand même un petit peu plus compliqué de se dire « j'ai rêvé, j'ai pas rêvé ». On avait bien repéré l'endroit, on savait exactement où c'était et bon, tout ça est expliqué dans le livre. Et quand on demande aux gens qui habitent cette impasse, c'était dans une impasse, la personne en italien me dit dans cette maison, ça fait 200 ans qu'il n'y a eu personne. Alors que la veille, il y avait une boutique de souvenirs. C'est quand même édifiant. Alors, on peut dire aussi, il y a un peu de paranormal dans ce livre, il y a un petit peu de mystère.
je suis en train d'écrire la suite pour justement essayer d'éclairer tout ça et de raconter encore un petit peu des histoires de Léonard qui n'ont pas été mises en lumière parce que peut-être sur l'enfance de De Vinci, c'est un chapitre que j'ai écrit, pratiquement c'est le dernier chapitre que j'ai écrit et que j'adore. J'adore vraiment ce chapitre et c'était très facile pour moi de l'écrire comme si j'écrivais un souvenir. Voilà, ça s'appelle Sei Mona Lisa. Alors juste en dessous, il y a l'écriture spéculaire comme Léonard utilisait dans ses codex. Alors vous n'avez pas poussé le vice à faire le livre en écriture spéculaire comme lui. Donc c'est publié aux éditions Beau Repère. C'est une sorte de thriller en même temps aussi historique. Et puis voilà, et qui laisse toujours planer ce mystère, puisque je ne sais pas si un jour on aura la vraie réponse. Qui est Léonard, mais qui était cette fameuse Joconde et ce sourire, ce petit tableau qui déplace, sinon des montagnes, mais énormément de touristes dans notre beau musée du Louvre. Merci Naja. C'est moi qui vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, j'espère que vous aimerez ce livre autant que j'ai aimé l'écrire.